cette session One Health Regard croisé donc sur une parasitose zoonotique organisée par l'association ESCAP qu'on essaye de reproduire depuis quelques années en croisant donc les expériences de collègues médecins et de collègues vétérinaires sur une parasitose zoonotique. Et aujourd'hui, on va parler donc de dermatophytose avec deux invités. On les remercie déjà d'avoir accepté de venir au congrès. Et on va commencer par Éric Gaguerre, donc, spécialiste en dermatologie, que la réputation précède. Donc Éric, vous avez 25 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Personnellement, je trouve que parler de dermatophysie est une excellente idée au cours de ce congrès parce que pour les vétérinaires généralistes, on oublie un peu ces dermatophysies. Pourtant, je dirais que c'est notre quotidien et surtout, c'est important sur le plan du diagnostic différentiel parce que ça rentre dans de très nombreux diagnostics différentiels. Alors, je voudrais remercier l'ESCA pour cette invitation et saluer ce travail fait depuis maintenant une quinzaine d'années. Et cette idée de proposer aussi bien aux vétérinaires, au personnel soignant, aux propriétaires, des guides, des conseils, c'est d'une grande pertinence. Et vraiment, je voudrais saluer ce travail et justement, depuis quelques années, organiser des regards croisés sur un certain nombre de maladies parasitaires est une excellente chose. Et le fait de vous recevoir, là, je prends une casquette à VAC, de vous recevoir dans ce congrès, on est très heureux de partager et surtout de construire des modèles One Health. Tout à l'heure, nous avions un autre module One Health en pathologie comparée sur les maladies génétiques. Il y avait une assemblée assez fournie, ce qui montre bien que les vétérinaires, eh bien, ont de plus en plus envie de collaborer avec les médecins sur ce type de sujet. Alors, je suis pas mycologiste, je suis dermatologue et donc je vais vous donner mon point de vue sur ces dermatophysies en 2023. Je rappellerai simplement que ces dermatophysies sont des infections contagieuses et superficielles des structures kératinisées provoquées par des champignons filamenteux qui sont kératinophiles et kératolytiques, appartenant à 7 genres. Et en ce qui nous concerne, aujourd'hui, 3 genres nous intéressent particulièrement, le genre Trichophyton, le genre Nanisia et le genre Microsporum. En fonction de l'habitat, on a l'habitude de distinguer 3 groupes écologiques, des espèces zoophiles, des espèces géophiles et des espèces anthropophiles, en sachant que pour certaines d'entre elles, la frontière n'est pas très nette. En tant que dermatologue, je dirais que ces dermatophysies sont à la fois sous-diagnostiquées et surdiagnostiquées. Je dirais tout simplement qu'elles sont mal diagnostiquées. Insistons sur la fréquence, la prévalence importante de ces dermatophysies chez les petits mammifères, mais également aussi chez le chat, à moindre degré chez le chien, bien que je pense que on voit de plus en plus de dermatophysies chez le chien, et notamment des dermatophysies à trichophyton. Important aussi de noter cette notion de portage asymptomatique, cette notion de réservoir importante, à l'origine notamment de zoonoses. Alors on a l'habitude de dire que ces dermatophysies sont des zoonoses mineures. En fait, quand on voit ce que les lésions cutanées qu'on peut observer chez l'homme, avec quelquefois des lésions cicatricielles, notamment sur les dermatophysies à trichophyton benamier, on peut plus parler de dermatozoonose mineure. Pour le vétérinaire, le traitement, la prise en charge thérapeutique peut constituer donc vraiment un défi thérapeutique, notamment dans les collectivités, que ce soit les animaleries, que ce soit les refuges. Et enfin, en introduction, je dirais que d'emblée, que les collaborations entre mycologistes et dermatologues sont largement insuffisantes. Partant du principe que le moyen d'ennuyer est de vouloir tout dire, on va faire un focus sur les nouvelles dénominations, la notion de porteur sain et de réservoir, la diversité des formes cliniques, les clés du diagnostic de laboratoire et
quelques mots simplement sur leur prise en charge. Tout d'abord, les nouvelles dénominations. Alors, le séquençage à Odemi a permis un peu de revoir, avoir des compléments d'informations sur la phylogénie de ces dermatophytes et aboutit à des nouvelles nomenclatures, à des nouvelles classifications. On distingue désormais 7 genres, 77 espèces, 15 à 20 zoophiles, espèces, comment dirais-je, oui, des espèces zoophiles, avec 3 genres qui nous intéressent particulièrement, le trichophyton, le microsporum et le genre Nanisia, qui est un dermatophyte principalement géophile. En ce qui concerne le genre trichophyton, des données génétiques ont fait qu'on regroupe ce genre de trichophyton au sein de groupes qu'on appelle les complexes. Il y en a 5. 2 nous intéressent particulièrement aujourd'hui, le complexe Benamiae et le complexe Mentagrophytes. Ce complexe Benamiae dermatophytes, ce trichophyton benamier, comprend 11 espèces, dont 10 sont zoophiles. Particulièrement intéressant donc cette espèce particulière dont le réservoir est principalement donc le cobaye. C'est quelque chose que beaucoup trop de vétérinaires à ce jour ignorent. Ce cobaye qui est réservoir, ça veut dire qu'il est souvent porteur sain et nous verrons que parfois certaines études montrent un portage sain particulièrement important. Cette espèce, on va la retrouver à moindre degré chez le chien, chez les rongeurs et également chez l'homme. Je pense que notre consoeur en parlera et montrera l'importance, la gravité de certaines de ces lésions. À côté de ce complexe Trichophyton benamiae, il y a le complexe Trichophyton mentagrophytes qui comprend 4 à 5 espèces, dont 2 zoophiles, avec là encore une notion de réservoir pour le Trichophyton mentagrophytes, pour les rongeurs principalement, et on va observer bien sûr ces dermatophyties chez le chien, à moindre degré chez le chat, et puis également aussi donc chez l'homme. Le genre Microsporum comprend 3 espèces, dont une zoophile, on la connaît tous, Microsporum canis, donc le réservoir principal est le chat. On va retrouver bien sûr ces teignes à Microsporum canis chez le chien, à moindre degré chez les rongeurs et lagomorphes, et puis également c'est la source principale des teignes chez l'homme. Enfin, le genre Nanisia est un nouveau genre qui comprend 13 espèces, géophiles, gérézophiles, parce que certaines d'entre elles, on ne sait plus trop où les mettre, avec le genre donc Nanisia gypsea, autrefois appelé Microsporum gypseum, et le genre Nanisia persicolor, qui va parasiter particulièrement donc le chien. Ces teignes Nanisia sont rares chez l'homme et chez l'enfant. Il n'y a pas de transmission chien-homme, ou tout au moins excessivement rarement. Quelques mots sur la notion de porteur sain et de réservoir. Nous n'avons pas le temps comment dirais-je, de trop s'y attarder. Je dirais que il y a un certain spectre, un continuum dans l'infection dermatophytique et dermatophysique qui va des individus qui sont exposés et qui ne vont jamais développer d'infection, à des individus porteurs asymptomatiques, en passant par des individus présentant des lésions cutanées inflammatoires aiguës, des individus présentant des lésions non inflammatoires, ou encore des individus présentant des lésions chroniques et récalcitrants au traitement, qui, pour nous vétérinaires, posent de réels problèmes. Les questions génétiques sont importantes. La question est de savoir si la génétique, notamment la génétique de l'immunité, va-t-elle entraîner une susceptibilité aux infections dermatophytiques ou au contraire conférer une protection contre celles-ci. D'autres questions, la génétique influence-t-elle la nature et la gravité de l'infection, la probabilité de réponse ou de refus au traitement, la réceptivité de la barrière physico-chimique de l'hôte au pathogène? Il est clair que l'on a
identifié un certain nombre de loci génétiques capables d'influencer la nature et l'étendue des infections dermatophysiques. Quelques mots concernant les facteurs de risque et la prévalence. Microsporum canis ne fait pas partie de la flore normale du chat domestique et diverses études sur la prévalence qui ont été notamment consignées dans des guidelines de type consensus en 2017 par Karen Moriello montrent d'une prévalence pour le chat qui varie de 1,3% à 3,6%. Et sur le chien, bien moindre, moins de 1%. Dans notre structure, nous avons fait quelques chiffres, obtenu quelques chiffres, qui est une structure avec un biais, parce que c'est une structure strictement spécialisée, sur 18 mois. La prévalence chez le chat est de 1,2% et chez le chien de 0,6%. En ce qui concerne la prévalence d'une culture mycologique positive qui a été fait notamment par l'équipe de Jacques Guillot à Alfort, au laboratoire de mycologie à Alfort, on voit que cette prévalence d'une culture positive chez le chien est de 13,8%, principalement le Microsporum canis. Chez le chat, plus 22%, avec quasi-totalité du Microsporum canis, et également chez les rongeurs, chez le lagomorphe, 38%, notamment principalement l'espèce Trichophyton, et enfin chez les rongeurs, 41%, avec un portage important chez le cobaye. À noter, c'était repris dans une thèse, il y a eu d'autres études qui montrent des chiffres plus importants. Dans cette thèse de 2013, thèse vétérinaire, qui montrait que la culture était rarement positive quand la zoonose s'était avérée chez le chien, simplement 13,5% des chiens vivant avec une personne infectée par un dermatophyte, zoophile ou simplement suspectée. Alors que chez le chat, c'est un peu plus élevé, avec donc une culture positive quand la zoonose est avérée, 15% sur un nombre de chats conséquent qui vivaient avec une personne infectée par un dermatophyte zoophile ou simplement suspecté. Alors, la survenue du dermatophyte survient à la suite de la pression d'un certain nombre d'éléments. Je dirais l'espèce, on a parlé, avec cette notion de réservoir chez le cobaye, réservoir chez le chat pour Microsporum canis. La race a aussi des influences, les races à poils longs chez le chat. Chez le chien, on peut dire le réservoir que peut constituer le Yorkshire Terrier, qui est un réel problème, qui est certainement sous-diagnostiqué des confrères. L'âge, beaucoup d'animaux jeunes, mais également aussi d'animaux très âgés, avec des facteurs de maladies intercurrentes, le diabète, l'hypercorticisme, l'importance des immunosuppresseurs, les corticoïdes mal prescrits et l'exposition aux sources d'infection. Alors, concernant ces facteurs de risque, quelques mots sur les maladies immunosuppressives et immunosuppresseurs. Chez le chat, les études ne sont pas tout à fait d'accord, mais pour moi, clinicien, le FIV est quand même un facteur favorisant. La cyclosporine également, et chez le chien, eh bien, on a relevé l'hypercorticisme, le diabète sucré, certaines maladies infectieuses, leishmaniose ou ehrlichiose. Alors, on ne sait pas si c'est de la c'est difficile de préciser les relations. Par contre, l'importance de préciser les races persans chez le chat et les races à poils longs, chez le Yorkshire, chez le chien, le Yorkshire Terrier, mais également pour certaines teignes particulières, eh bien, les terriers et chiens de chasse et des chiens de travail. Ici, un exemple d'une teigne généralisée, excessivement croûteuse, sur un chat FIV positif. Il est à noter que sur ce chat, la charge fongique était très, très importante. Ici, un cas que j'aime bien, qui est un cas de dermatophysie à Nanisia gypsea, chez un caniche à hypercorticisme hypophysaire. Il est clair que l'immunodépression associée donc à cet hypercorticisme, vous voyez des lésions tout à fait typiques, et la culture et l'identification de l'espèce, du genre et de l'espèce a été réalisée. Je crois que c'est une des photos, des diapositives les plus importantes aujourd'hui. C'est cette notion de réservoir que constitue le cobaye
pour une espèce particulière, le Trichophyton benamiae, important avec quelques études qui ont été faites notamment en Allemagne. Cette première étude, qui était faite en 2017, montrait que 69% des cobayes dans une animalerie étaient porteurs de ce champignon. Une étude que je trouve aussi intéressante est celle de l'isolement de Trichophyton benamiae et de Trichophyton mentagrophytes possible sur des cobayes qui vivent au sein dans une animalerie où il y a d'autres rongeurs, des rats, des lapins également. Et cette étude montre qu'il y a un isolement uniquement chez le cobaye de Trichophyton benamiae, 58%, avec parfois chez le cobaye une co-infection par Benamiae et Trichophyton mentagrophytes, et on a pu donc bien distinguer ces deux espèces. Et je le redis, attention, c'est une espèce particulièrement importante, responsable du dermatophysie zoonotique émergente chez les jeunes enfants et également aussi chez les personnes immunodéprimées. Il faut savoir aussi que cette espèce, on va la rencontrer dans chez les petits rongeurs, les lapins, chez le chien, et des publications sont régulièrement rapportées. Concernant la diversité des formes cliniques, je dirais dans un premier temps, halte aux idées reçues en tant que praticien. Les teignes ne démangent pas. C'est faux. On peut avoir des teignes qui démangent, notamment avec certaines espèces où on a des teignes très inflammatoires. Les teignes ne sont pas inflammatoires. C'est faux, un certain nombre de teignes le sont. Enfin, pour nous, arrêtons de penser que dès qu'on a une lésion ronde, c'est obligatoirement de la teigne. Danny Scott disait que si ça ne ressemble pas de la teigne, cela n'en est pas probablement. Et Didier Noël Carletti, salut Didier, si ça n'y ressemble pas, cela pourrait bien en être. Je crois qu'on résume bien, la présentation clinique complexe de ces dermatophysies. Tout d'abord chez le chat. Alors, vous voyez, on a des patrons cliniques très variables. Des dépilations rondes classiques, des dermatoses diffuses, érythémateuses, squamocroûteuses, des dermatoses dites exfoliatives, de la dermatite miliaire, de l'alopécie auto-induite, des états kératocérboréiques, des prurites cervico-faciales, des périonyxis, des lésions pseudotumorales de type Kérion ou pseudomycétome. Attention, je dirais qu'il est important aussi de se souvenir que les dermatophysies ne doivent jamais être considérées comme des dermatoses localisées. Ça, c'est important. Chez le chat, d'abord Microsporum canis, et beaucoup plus rarement Trichophyton. Et il est intéressant de faire cette distinction entre chat infecté asymptomatique, dans lequel on a simplement des lésions très minimes souvent, et le porteur asymptomatique, le chat porteur asymptomatique, qui est un porteur, on va dire simplement mécanique. Dermatophysie donc à Microsporum canis, avec des atteintes faciales. Vous pouvez reconnaître des lésions, parfois tout à fait petites, ici, rondes, bien diffuses, discrètement érythémateuses, avec des lésions très discrètes, comme vous pouvez voir ici. Souvent, chez le persan, on a une atteinte, on peut avoir une atteinte périauriculaire, comme ici, avec la présence de manchons pilaires. Ce n'est pas un défaut de paupières. Atteinte possible également des oreilles, avec des lésions érythémateuses bien circonscrites. La présence ici sur ce chat blanc de lésions bien délimitées, érythémateuses, squamo-croûteuses, avec un joli diagnostic différentiel à faire éventuellement, avec une dermatose solaire. On peut avoir des formes loco-régionales, dont plusieurs régions sont atteintes, la face, les pieds, par exemple, c'est facile. Le chat, souvent, en cause de son toilettage, on a souvent cette dualité. Et puis ici, ce chat qui présentait des lésions plus inflammatoires, croûteuses, présentait le même type de lésions, rondes, bien circonscrites au niveau du dos. On a des formes quelquefois loco-régionales, où on a, par exemple, ici, une atteinte de la face du cou, atteinte bien délimitée, avec sur le plan clinique avant tout ce chat
présente un prurite faible. Par contre, il y a une dermatite exfoliative très importante et on reconnaît ces lésions, notamment aussi au niveau du ventre. On peut observer aussi des dermatoses exfoliatives généralisées. Ici, dans le cas présent, avec un portage fongique excessivement important, avec l'abondance de squames au niveau du dos, au niveau de la queue. On retrouve ici une lésion ronde, squamocrouteuse, avec même une atteinte des coussillés. Ici, une dermatose croûteuse, le chat a été tondu, avec des lésions qui singent tout à fait une dermatite miliaire, donc avec un diagnostic différentiel possible, avec des causes allergiques dans cette espèce. Ici, un chat persan qui présente un état kératocéborique généralisé. Il sent mauvais, la peau est très grasse, et quand on tond le chat, eh bien, on peut revoir ici ces lésions rondes initiales avec un état kératocéborique localisé. Ici, une alopécie auto-induite chez le chat. C'est un cas que nous avons eu récemment. Et quand on regarde, on se dit, oh, c'est peut-être soit comportemental ou c'est éventuellement peut-être d'origine allergique. Mais d'où l'importance de bien regarder les lésions. Ce chat présente, vous voyez ici, des lésions rondes, confluentes, avec un léger érythème. L'examen en lampe de Wood était positif, hein, et donc vous voyez ici ces lésions qu'on retrouve bien avec la lampe de Wood. Alors, ces lésions, ces dermatoses pustuleuses croûteuses, je dirais Pemphigus foliacea et Microsporum canis, sont rares, mais on a eu l'occasion donc d'en observer. Surtout que sur le plan clinique, eh bien, on a la présence de ces croûtes jaunâtres, millicériques, que l'on dit tout à fait typiques de Pemphigus foliacea, atteinte également aussi des membres, quelques croûtes également sur le tronc. L'examen histopathologique montrait des pustules acantholytiques, ici avec des kératinocytes acantholytiques, et la réaction PAS montrait dans la couche cornée ces ifs mycéliennes. Et en plus, bien sûr, l'examen en lampe de Wood, ce qui montre bien qu'il faut toujours y penser, et chez le chat, toujours réaliser une lampe de Wood comme premier examen complémentaire. Les périonnexis sont rares, mais on peut les observer à un diagnostic différentiel. Je n'ai pas le temps d'envisager tous ces diagnostics différentiels pour être faits lors d'atteintes multiples avec des lésions péringuéales associées au Pemphigus foliacea. Les pseudomycétomes à Microsporum canis sont rares. C'est une pathologie à grains. Ça, c'est le cas. Et ce chat est un chat européen et il n'est pas FIV positif parce que souvent, sont des persans, des chats à poils longs avec une immunodépression associée au FIV. C'est l'inoculation dans le derme de ce dermatophyte avec cette pathologie à grains qui doit être distinguée d'autres pathologies à grains. Par exemple, les botryomycoses, qui est due à l'inoculation de bactéries non filamenteuses, des staph et autres, profondément, avec à l'examen histopathologique des images très compatibles avec cette jolie réaction de splendeur Hopley. Chez le chien, là encore, on va avoir un très grand polymorphisme clinique et je vous invite dès maintenant à rentrer dans ce grand polymorphisme clinique. Les Microsporum canis, les trichophytons, bien sûr, beaucoup plus rarement, Nanissia persiccolor et Nanissia gypsea. Attention, j'insiste de nouveau sur le portage asymptomatique que l'on peut observer, notamment chez le Yorkshire Terrier. Voilà donc des lésions tout à fait classiques, des lésions rondes, squameuses, bien délimitées. Ici en région péripalpédrale, ici un périonnexis, ici au niveau de bord libre du pavillon auriculaire. Ces lésions ils peuvent être multiples. J'avoue que ce type de lésions, j'ai l'occasion d'en voir très peu. Très très peu. C'est des diapositives, des photos que je dois à Francesco Albanese, mais ces lésions de ce type-là sont beaucoup plus rares. Là ici, c'est un cas de dermatophysie à Microsporum canis sur un boxer. Ce sont des lésions rondes, bien délimitées, nombreuses, et bien sûr, le diagnostic différentiel doit être fait avec cela. Je vois beaucoup trop de chiens traités
pour teigne, alors que ces chiens présentent simplement une pyodermite superficielle centrifuge. Et il faut bien regarder les lésions, d'où l'importance de regarder ces lésions. Que se passe-t-il? On voit d'abord une pustule. En raison de la finesse du toit de cette pustule, eh bien, on a une croûte qui se forme. Et puis, progressivement, on a ces lésions avec ce qu'on appelle une collerette épidermique et des lésions de pigmentation secondaire centrale. Et voilà le résultat de ce type de lésion. Donc, ces teignes à Microsporum canis sont généralisées, sont rares chez le chien. Il faut bien sûr toujours y penser, mais il faut penser aussi à une pyodermite superficielle exfoliative. Cas du Yorkshire, peu de publications sur ces dermatophysies du Yorkshire. Une étude ancienne de Serundolo qui montre que sur ces 6 cas, il y avait des maladies sous-jacentes, notamment infectieuses, herbichose, leishmaniose, diabète sucré. Ce que je dirais que ce qu'il faut retenir de ces dermatophysies à Microsporum canis chez le Yorkshire sont les formes généralisées, parfois inflammatoires avec Microsporum canis, cette notion de réservoir avec une efficacité thérapeutique variable, d'où l'importance, on reviendra un peu là-dessus, sur l'obligation d'une réévaluation. Voilà ici un autre Yorkshire qui présente en plus donc des lésions loco-régionales bien délimitées. On peut remarquer que ce chien présente également une onychomycose à Microsporum canis. Les carions à Microsporum canis sont rares, on les voit, ça se caractérise par des tuméfactions, souvent multiples, pas toujours, avec, je dirais, la présence d'un pus dermatophytique. Ici, une localisation, généralement les localisations sont faciales. On peut avoir une atteinte au niveau d'un doigt, comme ici, avec un diagnostic différentiel avec une pyodermite profonde. L'examen cytologique est important dans le diagnostic différentiel bactéries-champignons. Et là, cette jolie diapositive que je dois à mon ami Emmanuel Bensignor montre des spores en position donc intranucléaire. Ces chérions, vous le savez, c'est une furonculose dermatophysique. Alors, 2 autres champignons que l'on voit rarement, mais je vous en parle rapidement. Les dermatophysies à Microsporum persicolore, qu'on appelle Nanisia persicolore, et Gypseum. Concernant donc d'abord Gypseum, peu de cas décrits, c'est une espèce géophile. On va rencontrer ces teignes avant tout sur des chiens de chasse, chez l'homme possible bien sûr, mais avec une continuation par le sol. Sur le plan clinique, je dirais que ce sont des lésions classiques. On peut observer des chérions, des périonnexis, des lésions de folliculite. Et je n'ai pas résisté à montrer cette photo que Didier Noël Carlotti montrait avec des lésions de folliculite dermatophysique sur cette lésion. Je crois que c'est la seule description que l'on a observée avec ce dermatophyte. Concernant donc persicolore, nous avons eu l'occasion, il y a quelques années, c'est un travail qui avait été fait avec le laboratoire de mycologie de l'école vétérinaire de Lyon, une série de 16 cas de dermatophysie à Microsporum persicolore. La particularité de ce champignon, c'est de se trouver dans la couche cornée, il y a absence de spores, prédisposition des terriers. Et donc, pour le contexte épidémiologique est particulièrement important. Dans notre série, la quasi-totalité des chiens étaient des terriers des chiens qui allaient au terrier. Donc, Fox terrier, principalement, Jack Russell, par exemple. Les lésions, on a des lésions avant tout érythémateuses, faciales, on comprend pourquoi, peu inflammatoires, comme ici, sur ce Fox terrier à poil lisse. Ici, c'est un berger australien que nous avons eu récemment, avec une atteinte un peu unilatérale du museau et de la région périoculaire. On remarque ces lésions érythémateuses, squameuses. Et ici, un cas que nous avions eu. Le chien a été tondu. Ce chien présente des lésions généralisées. Également aussi, ces dermatophysies chez le chien peuvent se traduire par, notamment avec Trichophyton metagrophithes, par des dermatoses croûteuses, je dirais pemphigus-like. Il faut savoir que certains dermatophytes peuvent sécréter
un certain nombre de protéases, endoprotéases, exoprotéases, qui peuvent induire une acantholyse in vitro, et non seulement in vitro, mais également aussi in vivo. Et je dirais que c'est un piège diagnostique pour le praticien. Ça a été décrit chez le cheval, ça a été décrit également chez le chien. On voit donc ici ces lésions très coûteuses qui résultent de la rupture de ces lésions. Avec donc la présence de pustules acantholytiques, par exemple, ici ou là. Ici, un autre cas comment dirais-je, est intéressant avec des lésions très inflammatoires, ici à Trichophyton methacrophytes, et on voit ces lésions tout à fait de pustules acantholytiques, particulièrement typiques, je dirais, de pustules acantholytiques, et donc le diagnostic différentiel doit être bien sûr fait. Une publication qui vient d'être faite sur je dirais, une série de cas concernant des dermatophysies à Trichophyton methacrophytes montre aux États-Unis, certes, une certaine influence saisonnière, surtout une atteinte des chiens de chasse et de terrier, et surtout une atteinte avant tout faciale dans pratiquement 50% des cas. Comme vous pouvez voir ici, ce chien, en plus, avait reçu moult corticoïdes et ce chien présentait une teigne à Trichophyton. Ici, un joli cas que nous avons eu avec Jacques Guillot il y a quelques mois, qui est une dermatophysie généralisée à Trichophyton benamiae. Avec ce chien est vu pour un prurite très localisé. Vous pouvez remarquer ces lésions localisées au niveau du ventre. Vous pouvez remarquer ici ce liseré érythémateux que l'on voit bien. Un diagnostic différentiel est fait, une culture est réalisée, des biopsies sont également réalisées, et voilà le chien 5 jours après. 5 jours après, on a des lésions vraiment d'ulcères, c'est des lésions de cellulite dermatophytique, avec des lésions pyogranulomateuses que vous pouvez voir ici, avec des surinfections bactériennes associées. Chez le rongeur, eh bien, on va observer des lésions rondes. Les lésions sont souvent très inflammatoires, avec donc un prurite important. Trichophyton methacrophytes, autrefois, benamiae, point d'interrogation, avec des lésions donc faciales, croûteuses, comme vous pouvez voir ici, et dans le cas présent, une contamination de la propriétaire. Ici, des lésions associées Trichophyton methacrophytes, des lésions tout à fait donc typiques, et également ici chez le lapin. Ce qui est important dans ces espèces, aussi bien rongeurs que lagomorphes, c'est surtout la possibilité d'avoir des associations parasitaires. Donc, on peut, sur ce cobaye, il y avait à la fois Chirodiscoides cavier, qui est un acarien pellicole, un agent d'égal, Trissacarus cavier, et le cobaye présentait également un Trichophyton methacrophytes. J'ai encore 5 minutes, ça va? 5 minutes. Ok, bon. Donc, sur les clés du diagnostic, je serai rapide. Je ne vais pas vous reparler de l'examen en lampe de Wood. Je dirais, ce qui est important, que simplement sur le plan pratique, laisser chauffer la lampe, faire une observation dans une obscurité complète, se méfier des fausses fluorescences. C'est joli, l'examen doit être méthodique et pas sur le coin de la table. L'examen direct du poil, temps, méthode, expérience, c'est important. Voilà de jolis envahissements pilaires. Pas toujours évident à mettre en évidence pour moi sur Trichophyton methacrophytes, c'est pas simple du tout. Beaucoup plus facile pour Microsporum canis. Ici, sur un cas que nous avons récemment avec un joli Scotch test, zone infestation importante, avec de très nombreux spores. La culture fongique, j'ai un message à faire passer concernant la culture fongique. Ça sert à quoi? Ça sert à l'identification du genre et de l'espèce. Pour moi, ce qui est important, c'est de parler de ça. C'est-à-dire qu'il existe des milieux de culture savoureux avec un indicateur coloré, c'est facile, c'est génial. Il y a un virage de la culture du jaune au rouge au bout de quelques jours, dû à la production par le dermatophyte de métabolites alcalins avant la pousse de colonies blanchâtres. Le problème, c'est qu'on a des virages tardifs par des bactéries, des autres champignons, que l'identification est très difficile des organes de fructification. Or, il faut observer ces organes de fructification, principalement les macrogonidies, les organes de fructification, d'autres lévries, les organes annexes. Et puis, ça va entraîner de nombreuses erreurs. Alors, je crois que si j'ai aussi un message à faire passer, c'est d'abandonner
d'abandonner ces fungacées, ces DMT, etc. Les cultures fongiques doivent être effectuées par un laboratoire de mycologie vétérinaire. Je crois que c'est important, de même que vous n'allez pas faire de l'examen bactériologique dans votre structure, il faut faire ces cultures mycologiques dans un laboratoire de mycologie vétérinaire parce que l'enjeu est important. Enjeu important pour l'animal et enjeu également important avec le risque de zoonose. Voilà des identifications possibles. Un mot sur les biopsies cutanées, c'est rarement indispensable. On va le faire dans un diagnostic différentiel, par exemple pour les pseudomycétomes, mais je dirais qu'il peut y avoir des pièges. Ici, vous avez une dermatite d'interface. C'est un chien qui fait une dermatophysie à Microsporum persicolore. Des lésions faciales, dermatite d'interface, absence de champignons, diagnostic, on est parti pour une maladie lupique, d'accord? Maladie lupique, le laboratoire à l'époque, c'est un cas ancien, n'avait pas fait de réaction PAS, d'accord? Et la réaction PAS, montrait le champignon. Donc, vous imaginez d'où l'importance pour vous de bien poser vos hypothèses diagnostiques. Le test PCR, il faut en parler. Ça sert à quoi? Ça sert à l'identification de l'ADN fongique. Ça va permettre une petite quantité d'ADN fongique. C'est une technique qui est intéressante, sensible, spécifique, rapide. La PCR positive montre une infection active, mais attention, parce que si le champignon est mort, on va avoir une positivité. Et l'absence et la PCR négative, c'est surtout dû avec un prélèvement aussi mal fait dont il faut tenir compte. Dans tous les cas, la culture fongique est beaucoup plus importante pour évaluer la réponse au traitement et cette culture fongique se fait entre 2 et 3 semaines après l'arrêt du traitement. Une diapositive pour finir concernant la prise en charge. Je dirais que les objectifs thérapeutiques sont d'accélérer la guérison clinique et mycologique, de diminuer le risque de contagion humaine et d'éviter le portage asymptomatique, qui est loin d'être évident. Il existe, je vous demande de vous reporter à des guidelines de consensus. J'aime bien, parce qu'il y a aussi des travaux français qui a été fait par le GIDAC il y a quelques années, sur le traitement des dermatophytoses du chien et du chat qui propose un référentiel. Et puis également aussi, je vous invite à lire ce que les articles ou les documents, les fascicules publiés par l'ESCAP. Le traitement doit être combiné, systémique, topique et souvent de l'environnement. Voilà, c'est le message que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup, Eric.